veut pas qu'elle s'en veuille. Ils sont tous deux en train de devenir des chamans. Anna Grace, après avoir écouté Von Eracil parler, lui adresse un léger sourire du coin des lèvres en guise de réponse. Elle rit de ce qu'il dit. Il doit la prendre pour une idiote parce qu'elle n'a pas laissé de marque sur le monstre. Von Eracil pense qu'elle a tort. Il s'assoit également sur le banc de la rue et Anna remercie à nouveau l'homme. Elle lui demande ensuite de répondre à une autre de ses demandes. Il lui lance un regard surpris et interrogateur. Elle se voile les yeux de gêne et demande à Von Eracil d'être l'ami de Dante après qu'il aura passé l'examen. En raison de son caractère difficile, il ne se laissera pas faire. La rue est sombre et silencieuse, seuls les lampadaires brûlent. Leur conversation résonne quand Anna dit que seul Von Eracil peut s'entendre avec Dante. Il est d'accord. Dante se tient sur l'un des balcons du bâtiment de l'association des chamans blancs. Il entend Anna et Von Eracil parler et s'amuse de ce qu'elles disent. À l'extérieur, le ciel est d'un bleu magnifique, constellé de milliards d'étoiles, et Dante s'amuse de ce qu'Anna porte sur elle. Un signe rond et blanc est dessiné, ressemblant au symbole magique et à l'emblème de l'organisation. De nombreux candidats, vêtus d'uniforme, se présentent aux examens de sélection pour devenir membres de l'association des chamans. Ce signe rond et blanc est le blason de l'association des chamans et est accroché au bâtiment principal de l'organisation. Bâtiment B du siège de l'Association nationale des chamans où se déroule l'examen. Un énorme bâtiment blanc qui ressemble à un château et à côté duquel se trouve une place avec des marques. Un grand gaillard avec une cicatrice sur la joue et portant une veste gris foncé avec des rayures grises est là pour prendre un selfie. Roy Essuford, aux cheveux bleus et à la veste jaune, est là pour la gloire et la fortune. Dante Chloé en veste orange, cadet de l'association, est ici pour se développer. Une fille aux cheveux roses courts et aux oreilles percées souffle un chewing-gum. Elle porte une veste bleue. Elle est ici pour une cause qui lui est propre. Un homme à la peau foncée, aux cheveux rouges vifs et à la chaîne en or, porte une veste en cuir marron avec de la fourrure. Il sourit et regarde les gens autour de lui avec dédain. Un jeune homme inconnu portant une veste à capuche et une casquette marron est également présent pour cet examen. Von Eracil se trouve sur cette place pour l'examen et regarde pensivement les gens autour de lui. Une multitude d'esprits brillants, chacun avec son propre programme, tous rassemblés ici dans l'attente de la victoire. Von Eracil est parmi eux. Il s'émerveille du nombre de personnes présentes. À l'extérieur, le ciel est bleu, clair et lumineux, et le beau bâtiment de l'association est enveloppé de la lumière du jour. Dans le bureau des examinateurs, 3 hommes sont assis à une grande table. Ils parcourent les formulaires qu'ils ont en main, les étudient. L'un d'eux soupire lourdement. Yuda est membre de la 5e équipe au siège de l'association des chamans. Il a les cheveux gris clairs. Il est terriblement endormi et ne comprend pas ce qu'ils font ici si tôt. L'homme à la peau foncée qui porte le bâton s'appelle Hugo, et il est lui aussi membre de la 5e escouade du quartier général de l'association des chamans. Il regarde Yuda d'un air critique et lui rappelle qu'il en a trop fait hier pour rien. Yuda sourit d'un air satisfait et pointe son doigt vers Hugo, riant du fait qu'il a perdu un pari et qu'il est allé interrompre une bagarre hier. Hugo se met en colère mais choisit de rester silencieux. Yuda propose au 3e examinateur, qui étudie des formulaires ou des dossiers, qu'après l'examen, ils aillent tous les deux quelque part sans Hugo. Il connaît un endroit convenable. La dernière examinatrice s'appelle Tara. Elle est également membre de la 5e équipe au siège de l'association. Elle étudie le règlement de l'examen et conseille à Yuda de faire de même. Yuda est contrarié qu'elle l'ait rejetée. Il pense qu'elle est trop froide et qu'il pourrait se sentir offensé. Hugo se moque de Yuda et se demande s'il n'a pas honte de se faire rejeter jour après jour. Yuda allume une cigarette et, dans un élan de solitude, veut essayer de courtiser le commandant. Yuda est déterminé et pense que s'il avoue son amour à la commandante, elle tombera facilement dans le panneau. Hugo est choqué par de telles paroles et espère qu'il plaisante. Yuda semble satisfait et pense que la commandante est une beauté. Il doit faire plus d'efforts. Hugo est dédaigneusement choqué. Yuda est complètement fou, sans petit ami. Hugo prend un air effrayé et prévient Yuda de ne pas en parler à Bière. Par derrière, quelqu'un s'approche de Yuda, mais il ne le remarque pas et continue la conversation.
Il est plus adapté au commandant, d'autant plus qu'elle et Bière n'ont pas ce genre de relation. Par derrière, l'homme au masque rouge s'approche de lui. Yuda est stupéfait et n'ose pas se retourner. Il se retourne craintivement vers lui. L'homme au masque rouge s'appelle Bière. Yuda lui demande quand il est arrivé. Quelqu'un aux cheveux courts et blancs interpelle le reste des examinateurs en indiquant son apparition. C'est Sol Einar. Elle s'appuie sur Bière. Elle plaisante avec les examinateurs qui parlaient si sérieusement de ce dont vous parliez qu'ils n'ont même pas entendu l'arrivée des gens. Séol salue les examinateurs. Une voix sort du combiné téléphonique, surprise de voir que le commandant est là, lui aussi. Hugo demande pourquoi elle est là tout d'un coup. Elle n'est pas contente de leur réaction. Puisqu'elle est venue les soutenir, ils ne sont pas contents. Hugo ne comprend pas pourquoi elle disparaît toujours quelque part à l'improviste et qu'ils ont des ennuis à cause de cela. Sol Einar s'excuse pour le dernier incident et se couvre les yeux de gêne, tout en souriant légèrement aux autres. Elle avait oublié la réunion du personnel d'hier. Sol ne veut pas poursuivre ce sujet et demande à ce qu'il soit clos. Elle veut se joindre à leur conversation sérieuse. Des sons commencent à provenir de la radio. La personne à la radio annonce que tous les examinateurs doivent se rassembler dans le hall central au rez-de-chaussée du bâtiment principal. Ils écoutent attentivement et sont surpris par ce qui se dit. Yuda lève résolument le poing et veut regarder les nouveaux arrivants. Hugo l'en empêche. Tara annonce au commandant qu'il est temps pour eux d'aller faire passer l'examen. Séol acquiesce. Elle tape amicalement sur l'épaule de Tara parce qu'elle ne compte que sur elle. Elle laisse Hugo et Yuda sur elle. Tara ne comprend pas ce genre de geste et regarde d'un air interrogateur la main de la commandante qui lui tape sur l'épaule. Tara répond positivement et docilement à l'ordre, mais elle doit partir. Sol Einar plie ses mains en deux et leur recommande de ne pas en faire trop. Bière se tient silencieusement à ses côtés. Elle se tourne vers Bière et s'amuse à dire que cette année, ce sera plus difficile pour les nouveaux car l'examen est devenu plus sérieux. Elle se demande même combien d'entre eux pourront réussir. Le soleil et le ciel bleu de l'après-midi illuminent le magnifique bâtiment de l'association des chamans qui ressemble à un château. Une grande horloge dorée y est suspendue et un haut-parleur annonce que chaque candidat doit confirmer son identité et signer au rez-de-chaussée. Von Erasil entre dans la salle de réception du rez-de-chaussée pour confirmer son identité et signer l'accord pour l'examen. Il y a beaucoup d'autres candidats autour de lui. Von Erasil lit le contrat et commence à le signer. Il est très surpris par ce qui est écrit. L'accord stipule qu'il peut y avoir un cas de décès, ce qui signifie que des personnes peuvent mourir pendant l'examen. L'administratrice se tourne vers lui et lui précise que s'il a tout signé, il peut prendre le ballon qu'elle lui donne et ne pas se rendre sur le lieu de l'examen. Il ne faut pas le perdre. Von Erasil prend le ballon et demande ce que c'est. L'administratrice lui répond qu'au début de l'examen, tout lui sera expliqué. Le ballon lui glisse des mains et Von Erasil n'a pas le temps de le retenir. Le ballon roule soudain loin de lui. Un homme qui passe à proximité le regarde d'un air interrogateur. Deux jeunes gens discutent entre eux et Von Erasil se tourne vers eux parce que son ballon glisse dans leur direction. Le jeune homme marche sur ce ballon inconnu que Fond a lâché. Il glisse sur le ballon et tombe face contre terre avec fracas. Le jeune homme est perplexe et ne réalise pas ce qui vient de se passer. Son camarade se moque de lui. Von Erasil se dirige vers eux. Le chaman aux cheveux noirs se tourne vers le blessé et lui demande s'il va bien. Le blessé s'énerve et attrape Von Erasil par le col de son sweatshirt. Il pensait que le gars avait fait exprès de mettre le ballon sous ses pieds. Le jeune homme devient agressif et cherche à savoir qui est ce Von Erasil. Son camarade se moque de lui et s'étonne qu'il s'en prenne à un innocent. Une jeune fille aux cheveux blonds et courts qui passait par là leur demande de se calmer. Le blessé demande ce qui ne va pas avec les yeux de Von Erasil. Un jeune homme vêtu d'une veste en cuir marron s'approche par derrière en riant et dit qu'il leur a demandé de rester tranquille pendant qu'il va aux toilettes. Un homme aux cheveux rouges vifs, vêtu d'une veste en cuir marron, passe en plaisantant ses bras autour du cou du blessé et lui demande ce qui se passe. Ses yeux commencent à brûler. Il est en colère parce qu'il n'a rien dit d'amusant. Le jeune homme blessé prend peur et regarde le rouquin avec des yeux effrayés. Il se tourne vers Von Erasil et lui tapote la poitrine avec ses doigts, comme pour s'excuser. Le rouquin, Buns, s'excuse auprès de quelqu'un pour le bruit et promet que cela ne se reproduira plus.
Il se montre ostensiblement amical envers Von Eracil, l'appelant son ami. Von Eracil attrape dans ses mains le ballon qu'il a laissé tomber. Le type à la chevelure rouge vif lui lance ce ballon. Il serait dommage qu'il reçoive une mauvaise note pour une telle bêtise. Lui et sa compagnie, qui comprend le blessé et son compagnon, font demi-tour et s'en vont. Il leur demande de garder leur sang-froid. La réceptionniste se tourne vers son partenaire et lui demande s'il s'agit du dernier fils de la famille Lady Ford. Ils discutent du fait que le type aux cheveux rouges vifs est différent de ses frères et qu'il fait lui aussi partie des Turnins. Dante Chloé passe devant Von Eracil et les autres. Il soupire pensivement. Dante Chloé marche d'un pas assuré et se dit qu'il n'a pas de cran. La grande salle de l'association des chamans de l'État est à ciel ouvert et bien éclairée. Von Eracil regarde autour de lui et évalue son environnement. Il pense qu'il y a au moins 60 à 70 personnes ici. Quoi? Ils vont les dénoncer ici même. Les gars qui se tiennent derrière lui bavardent entre eux de ce qui s'est passé dans le train. Ils se demandent comment un débutant a pu vaincre un sorcier à lui tout seul. Ce sont ces mêmes gars, menés par le type aux cheveux rouges vifs, qui ont eu cette conversation. Ils doutent de la véracité de l'incident dans le train, car ils ne connaissent ni le nom ni le visage du héros. Le type aux cheveux rouges vifs, Bones, appelle ce héros un monstre, et il est parmi eux. Ils se demandent ce qu'il est. Von Eracil écoute leur conversation avec intérêt et calme. Les gars font de la lèche au jeune homme aux cheveux rouges, et Von est heureux que personne ne connaisse son visage. Quelqu'un s'avance devant les candidats à l'examen et salue toutes les personnes présentes. L'homme barbu félicite tous les candidats d'avoir remporté les épreuves de sélection et d'avoir eu l'occasion de passer la certification au sein de l'association. Il s'appelle Grigori. Il est le commandant de la 3e escouade au siège de l'association des chamans. Il est le principal responsable de l'examen. Il se tient sur un balcon élevé, juste au-dessus de tous les candidats à l'examen. Grigori lit un discours disant que les étudiants ont développé leur talent pendant de nombreuses années et qu'ils peuvent aujourd'hui montrer ce qu'ils savent faire. Il présente également les 3 examinateurs, Yuda, Hugo et Tara. Ils vont évaluer le véritable potentiel des élèves. Tout manquement sera sanctionné par un échec. Roy S. Ford reconnaît les 3 gars qui les ont échauffés lors du combat d'hier. Il se demande s'il s'agit d'examinateurs. Le gars avec la cicatrice sur la joue et la veste gris foncé pense la même chose en regardant les examinateurs. Dante Claw observe en silence et écoute le discours avec un visage sérieux. Grégory donne l'ordre aux examinateurs de commencer l'examen. Tara donne son accord. Elle se tourne maintenant vers les candidats qui vont passer l'examen dans de véritables ruines. Certains candidats qui se tiennent à côté de Von Eracil sont surpris par la tournure des événements. Tara explique que les ruines sont des structures datant de l'époque où les humains et les esprits de la forêt vivaient ensemble. Elles sont sous le contrôle de l'association. Personne ne sait pourquoi elles ont été construites. Des chamans de différentes unités font des recherches dans ces zones, mais ces zones s'étendent et il n'y a pas assez de chamans. L'association organise donc des examens pour sélectionner les meilleurs chamans. Les candidats écoutent ces informations avec beaucoup d'intérêt. Un jeune homme aux cheveux roux demande avec impatience à l'examinateur ce qu'il doit faire. L'examinateur donne un schéma du parcours complet des candidats pendant l'examen. D'abord le premier hôtel, puis le deuxième hôtel final, et enfin la notation. Tara, Hugo et Yuda observent les candidats. Tara continue. Vous pouvez vous battre à pleine puissance pendant l'examen, mais les attaques délibérées de vos camarades sont interdites et entraîneront l'expulsion. Quelqu'un dans la foule lève la main pour poser une question aux examinateurs. Un jeune homme avec des taches de rousseur et portant un sweatshirt vert foncé pose une question sur la sécurité, car beaucoup ne reviennent pas des ruines et il y a des monstres puissants là-bas. Tara lui répond que l'examen se déroule dans les ruines les plus basses, mais que même là, il y a des monstres. Un schéma détaillé du parcours des candidats dans les ruines est déroulé. Du premier hôtel au deuxième hôtel, il y aura des emplacements de monstres. En théorie, il sera possible pour tout le monde de les vaincre. Si l'un des élèves veut abandonner ou ne peut pas aller plus loin, il peut utiliser le ballon qui a été donné à tout le monde à la réception. Tara met en avant sa main avec le ballon pour que tout le monde puisse le voir. Elle leur demande de ne pas oublier l'artefact artificiel spécialement fabriqué par l'association. Cet orbe contient de l'énergie magique et enverra périodiquement à l'examinateur l'emplacement des élèves.
mais si vous la forcez, elle exercera sa magie protectrice. Et si vous le faites, le corps sera paralysé et il y aura une exception. Tous les candidats présents écoutent attentivement les instructions. Certains ont un peu peur. C'est un filet de sécurité. Personne ne peut assurer une sécurité à 100%. C'est la dernière occasion de partir. Tara observe attentivement tout le monde. Roy et Sufford regardent l'examinateur d'un air incompréhensif et ne voient pas comment on pourrait s'y opposer maintenant. La fille aux cheveux roses courts mâche et souffle son chewing-gum avec indifférence, tandis que Tara espère que tout le monde va se défendre. Le type aux cheveux rouges vifs s'esclaffe lorsque Tara explique que certains des élèves sont probablement des blessés en phase terminale ou des déficients mentaux. Il s'avère que sous la veste à capuche et la casquette bordeaux se cache une fille aux longs cheveux blancs tressés. Von Erhasil écoute aussi silencieusement et attentivement ce que dit l'examinateur. Tara demande à quitter l'épreuve si, moralement, quelqu'un n'est pas encore prêt. Comme personne ne demande à partir, Tara fait le signe pour que l'épreuve commence. Une énergie magique bleue et brillante commence à émaner du sol. Von Erhasil observe la scène avec surprise. Les examinateurs déplacent les candidats dans les ruines. Von Erhasil est encore plus surpris. Un énorme symbole apparaît sur le sol sous les pieds des élèves, dégageant une énergie magique nue et lumineuse. Les secousses commencent. Les candidats sont surpris que tout se passe si vite. Il s'avère que l'association avait préparé à l'avance un portail dans cette salle. Les examinateurs sont sur le point de partir et Hyuda se plaint de vouloir dormir et de tout finir rapidement. Von Erhasil se dit que l'association est capable d'utiliser le sort de voyage. Il regarde avec impatience le symbole sur le sol qui le déplace, lui et les autres, dans les ruines. Son corps commence à disparaître visuellement, comme s'il était transporté dans une autre dimension et un autre lieu. Il finit par disparaître complètement et s'enfonce dans les ruines. Il est heureux que les choses commencent à bouger. Dans la salle d'examen, tous les candidats disparaissent et le symbole sur le sol crée un vortex d'énergie magique bleue. Grigori et ses partenaires l'ont observé jusqu'à la fin. Le partenaire de Grigori rapporte qu'à 8 heures ce matin, 67 candidats et 3 examinateurs ont été transférés dans les ruines de Rainworm. Grigori est enthousiaste à l'idée de l'examen et veut voir ce que les candidats chamans peuvent faire. Ses partenaires sont des nouveaux venus. Ils se tiennent tous ensemble et observent la place d'où les candidats viennent de s'installer dans les ruines. Grigori leur demande de dire à la 4e escouade de préparer une ambulance à l'avance. Les nouvelles recrues acceptent l'ordre. Sol Einar est apparue à l'improviste. Elle interpelle Grigori qu'elle trouve trop impitoyable.